La Hard Rock 100 est probablement l'une des courses d'ultra trail les plus difficiles au monde. 170 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé, le tout à une altitude moyenne de plus de 3300 mètres. C'est pour toutes ces raisons qu'elle fait probablement partie des 4 majors. À cela s'ajoute une loterie et seulement quelques centaines de participants peuvent prendre le départ chaque année. De nombreux coureurs s'y sont cassés les dents et l'année dernière, on avait notamment interviewé Aurélien Dunant-Palaz, le vainqueur de l'édition 2023. Et dans cette interview qui vous avait beaucoup plu, il nous avait raconté toute sa préparation et son acclimatation, notamment avec l'utilisation des chambres hypoxiques. Il nous a expliqué en détail tout son protocole, je vous remets le lien juste ici. Mais on avait envie de vous raconter un nouveau défi et on est allé voir Camille Bruyas, qui est probablement l'une des ultra-traileuses françaises les plus performantes, notamment sur 100 km, sa distance reine, et cette année elle a terminé deuxième derrière la légende du trail Courtney de Walter. Camille, elle a passé une course terrible et elle nous a raconté sans filtre tous les états émotionnels dans lesquels elle est passée, et vraiment c'était une interview passionnante dans laquelle elle nous a vraiment raconté toutes ses difficultés. C'était un témoignage sans détour dans lequel les passionnés d'ultra et de trail vont se régaler. Dans la deuxième partie de l'interview, on a parlé du métier de Camille puisqu'elle est prof de yoga, une passion qu'elle pratique depuis de nombreuses années, et vraiment elle nous a convaincus de nous y mettre, et si t'es un peu sceptique, je te recommande vraiment cette partie. Alors en fin d'interview, les caméras ont coupé, donc on a mis tout ça en audio sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer. On te met tous les liens dans la description et on s'excuse pour ça. Mais en tout cas, si t'es là, c'est que t'aimes bien nos vidéos, donc s'il te plaît, pour nous soutenir, eh bien on te demande de t'abonner. C'est vraiment ce qui nous permet d'aller voir des athlètes aussi passionnantes que Camille et de les convaincre de venir participer au podcast Extraterrien. Donc fais-le tout de suite, ça prend une seconde, un clic, et ça nous aide vraiment beaucoup. Enfin, si tu souhaites progresser en préparation mentale, je te recommande le kit du performeur. C'est tout un document qu'on a fait pour les gens qui veulent se mettre à la préparation mentale et qui ne savent pas par où commencer, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ne veulent pas y dépenser un gros budget. Le lien est dans la description. Vous êtes déjà plus d'une centaine à y avoir souscrit et on a plein de retours canons. Allez, je vous ai donné toutes les infos et c'est le moment de suivre cette super interview avec Camille Bruyas. Salut Camille. Salut Bart. Ça va bien? Ouais, ça va, bien. Ouais. Bon, on va essayer de se couper de l'environnement un peu extérieur. Je te disais, je sors de ma zone de confort. Là, on est au Salomon Store, sur les Champs-Élysées. Il y a un peu de monde autour de nous, on nous regarde. Toi, tu as l'habitude, moi moins. Normalement, je reste dans mon petit cocon. Mais du coup, ça va être une nouvelle expérience. On va essayer de faire abstraction, ça va être cool. Je suis trop content d'être là. Donc, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que changement d'environnement. Hein. Moi qui viens des montagnes, là, t'es parachuté dans un joli magasin Salomon, là, c'est chouette. Ouais. En plus, moi, je te cache pas, j'ai bossé comme un dingue là pendant les Jeux. Moi qui suis un gros dormeur, et je crois que toi aussi, là je suis un peu en privation de sommeil, en manque de sommeil, donc c'est pas facile, mais c'est bientôt, j'arrive au bout. Eh bien écoute, attaquons, on va parler de plein de choses, on va parler de yoga, j'ai aussi envie de parler de retour de blessure, j'ai envie de parler d'équilibre, de mental, de comment gérer un peu son volume d'entraînement, de la course au toujours plus. Beaucoup de choses sur lesquelles tu prends un peu le contre-pied aussi de ce qu'on peut voir habituellement. Et je trouve que tu as beaucoup de recul par rapport à ta vie d'athlète et ça m'intéresse du coup d'aborder un peu tous ces sujets-là et d'avoir ta vision. Mais avant tout ça, j'aime bien me connecter avec les invités par l'enfance. Et la première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport ? Alors mon premier souvenir de sport, je pense que c'est avec mes copines. Moi j'ai fait 10 ans de basket, ouais. Donc j'ai commencé je pense à 6 ans. Et c'était toute ma vie, quoi, le basket. J'entraînais, enfin plus j'ai grandi, plus j'ai entraîné, j'ai coaché, j'y passais mes week-ends et mes semaines. Et le premier souvenir, ça doit être, on gagne un tournoi. Une équipe jouait en régional 1 à l'époque, en cadette, je sais pas, j'ai 15 ans, à mon avis, 16 ans, un truc comme ça. Et là, on gagne le tournoi un peu régional, un peu connu dans le coin, avec toutes les copines. Du coup, il y avait les parents qui nous suivaient parce qu'on était jeunes. Et ouais, ça c'est un de mes plus beaux souvenirs, avec une belle soirée après sur des sports collectifs. C'est vrai que moi je trouve ça décuple un peu les souvenirs et les émotions. Ouais. Tu dois être aux aguets là pendant les Jeux. On a eu 2 équipes de France qui ont commencé un peu doucement, qui sont en train de se réveiller pleinement, 2 finales qui nous attendent, ça va être la folie. Ouais, franchement c'est un sport en plus, le basket, à regarder. Si on connaît bien le sport, c'est vrai que les règles sont pas toujours faciles, mais je trouve à regarder c'est trop bien, quoi. Ouais, ça va vite. Il y a du suspense, intense, ça va vite, c'est beau, je trouve. Ouais. Beaucoup de rebondissements aussi, un match comme hier soir, je sais pas si tu as
J'ai pas pu suivre beaucoup le basket autant que je voulais parce que pendant les Jeux on doit avoir un œil sur tout, mais Serbie, États-Unis, quel rebondissement, c'est incroyable. Ouais, beaucoup au basket, il y a beaucoup de matchs quand les niveaux sont très proches. Tu sais jamais, comment ça se finit et quand ça se finit, parce que des fois il y a des prolongations, tout ça. Ouais. Puis comme c'est une histoire de points, 1 point, 2 points, il y a beaucoup de stratégies. En fait, quand tu connais bien le sport, c'est hyper intéressant à la fin, garder la balle, tout ça, c'est Okay. Ça me replonge un peu dans mon enfance. tu vas essayer de regarder la finale du coup, les 2 finales, ouais. Ouais, on va essayer de regarder ça. Et puis là, au cœur de Paris, ça va être chouette, l'ambiance va être cool. Normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Tu supportais quelle équipe, toi? J'avais pas vraiment d'équipe fétiche, quoi. Mais c'est vrai que je baignais. Après, l'équipe où on était, on avait une équipe masculine en N1. C'était notre. Quand on était enfant, c'était notre équipe fétiche, quoi. Donc, je jouais à Feur-en-Forêt dans la Loire. Okay. Voilà. Et la chorale de Roanne qui était très très bien placée à l'époque. Donc voilà, mais ça tourne. Ok. Le basket féminin a beaucoup évolué. Là, entre toi quand tu as commencé et maintenant, vu que tu en es sorti et que tu le regardes avec un œil extérieur, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a changé, quelles ont été un peu les grosses évolutions, à la fois sportives peut-être et aussi professionnelles. Ouais, je pense que ça s'est tout simplement professionnalisé. À l'époque, nous par exemple, il y avait beaucoup plus d'équipes garçons, ils étaient très vite... pas pro mais semi-pro, quoi, même à un niveau régional, semi-national, je pense. C'était assez facile entre guillemets si tu étais bien dans le milieu, et très peu chez les filles quand même. Enfin, moi je parle de ça il y a déjà 15 ans, et je pense que tout simplement il y a eu plus de joueuses, il y a eu de l'argent qui est arrivé et plus de clubs, plus d'équipes, et un peu comme tout sport qui progresse un peu, comme le trail running est en train de progresser aussi, donc c'est plus un progrès là, c'est une explosion là. C'est un peu plus rapide effectivement. On va reparler aussi parce que je suis curieux de savoir, parce que mine de rien, ça fait quand même un petit moment que tu es sur le circuit. Tu as eu des résultats très tôt en tout cas. Même toi tu dis dans certaines interviews que tu étais surprise de remporter tes premières courses. Donc on va en reparler un peu, mais le basket ça te manque pas justement, tu vois, l'esprit d'équipe, les copines, les voyages à l'autre bout de la France, dans le bus ou je sais pas quoi, ça te manque pas tout ça? Ça a pu me manquer au début, surtout je me disais comment je vais en fait c'était plutôt comment je vais pouvoir réintégrer cet esprit d'équipe qui va sûrement me manquer à long terme dans le trail. Mais en fait en ultra trail, c'est souvent ce que je décris, c'est aussi un sport d'équipe. En fait, à l'entraînement, les sorties longues, c'est rare quand je les fais tout seul. Je trouve toujours des copains plus ou moins forts, qui ont différents objectifs. L'assistance est pour moi hyper importante, surtout sur un 160 km. Et là, tu arrives vraiment à transférer ta passion à des gens qui, en fait, en plus ne feront jamais ça. Ça les fait pas du tout envie de faire un 160 km, par exemple. J'ai des copines qui, elles courent, mais leur footing de la semaine, ça leur va très bien. Mais par contre, elles sont là, elles me soutiennent à 100% sur les ravitaillements, je trouve ça... En tout cas, de partager ça par procuration, c'est aussi quelque chose qui me plaît et qui est super chouette. Donc, moi, je me verrais pas faire ce sport toute seule, dans la team Salomon. J'ai des super copines avec qui on s'entraîne, des super copains. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je retrouve quand même ce sport d'équipe, même si, effectivement, on court pas en équipe, il n'y a pas encore de relais ou des choses comme ça. Mais quand même, il y a vraiment un esprit... pour moi, très familial quand même, et très bienveillant en fait dans ce sport que j'adore. Donc non, on arrive à retrouver pas mal d'esprit d'équipe, quoi. Tu fais partie de celles à qui te remplissent d'énergie quand il y a du public et quand il y a du monde autour? Ouais, le public, le monde, oui, c'est trop cool mais c'est vraiment plus de... Par exemple, je prends l'exemple de certains qui vont faire la diagonale des fous tout seuls, qui prennent leur avion à Paris après le boulot et qui vont... Pour moi, ça, c'est... je trouve ça vraiment fou parce que je me dis, ils ont fait la course tout seuls, ils ont mis leur sac de ravitaillement au ravitaillement, ils se sont débrouillés, puis ils reprennent l'avion, ils repartent. Une fois, j'avais ramené quelqu'un en stop comme ça à La Réunion. Je me disais, mais lui... Et moi aussi, j'avais fini la diagonale des fous, mais j'avais, je sais pas, au moins 15 copains qui m'avaient suivi partout, toute la nuit, pendant 2 jours. Et je me disais, comment il a fait? Sans moi, sans eux, jamais je finis. Puis encore là, à l'hard rock, jamais, sans ma paceuse, sans mon staff, jamais je finis, en fait. Donc je trouve ça encore plus impressionnant, en fait, de le vivre tout seul. Et moi, ça me fait pas...
ouais, franchement, on me dit va faire une course toute seule, je sais pas où, là aux États-Unis. Non, moi, je peux pas venir. Ouais, non, moi, je peux pas t'accompagner. Bah, en fait, je crois que j'y vais pas. J'y vais pas et je sais pas, je décale la date et je fais en sorte que je puisse vraiment y aller avec du monde et faire partager ça. Ouais. Bah tiens, je suis curieux. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Je voulais te parler un petit peu de la hard rock. Tu viens avec combien de personnes au final ? Eh ben, je viens surtout avec... Enfin, Marianne, ma paceuse, m'a rejoint là-bas et moi, je suis partie avec une amie qui est kiné, donc avec qui j'ai fait mes études et qui m'a fait l'assistance sur l'UTMB, par exemple, sur d'autres courses. Donc, en fait, on était surtout toutes les trois, une bonne partie du voyage. Et après, sur la course, enfin, ouais, vraiment sur la course, il y avait des gens sur place de chez Salomon, notamment, qui conduisaient le véhicule parce que c'est vrai que l'assistance tout seul en conduisant et tout ça, genre sur une épreuve comme ça, c'est impossible. Donc voilà, ils avaient une voiture où ils étaient 4 et puis ils m'ont suivi. Et puis après, il y a mes parents aussi qui sont venus voilà, en vacances et puis me voir sur la course quelques jours. Donc voilà, mais on était vraiment cette petite team de 3 là et c'était chouette. Et après, j'avais aussi des amis qui étaient déjà aux États-Unis, dont Martina, une copine de l'équipe, Martina Valmassa, une italienne, qui était pour une course là-bas et qui est venue me pacer sur la fin de course. La team de la plus grosse team Salomon, il y avait aussi François Daine qui courait avec moi, donc il avait aussi lui sa petite équipe d'assistance, donc on a pu partager plein de moments ensemble et ça c'était vraiment chouette. Ok, d'accord. Et pourquoi cette partie voiture elle est compliquée? C'est parce que c'est très en altitude et que c'est escarpé, du coup il faut plusieurs véhicules. Explique-moi un peu. Ouais, en fait, la hard rock, l'assistance à la hard rock, franchement, c'est presque plus dur que courir la hard rock. Enfin, ouais, c'est vraiment compliqué. C'est quand même quoi, c'est 10 000 mètres de D+, à 3300 de moyenne, je crois. Ouais, non, la course est très très dure, mais franchement, l'assistance, pas négligeable quand même parce que. En fait, ouais, tu as une partie de course pour aller faire un ravitaillement. Alors après, encore une fois, moi j'avais aussi prévu des affaires là-bas, un sac d'assistance au cas où ils ne pouvaient pas y aller parce qu'en fait, c'est une piste 4x4. Il faut vraiment avoir un gros 4x4, genre buggy, pour y aller. Et puis, il y a des ravins énormes. Enfin, franchement, moi, du coup, je l'ai jamais fait, mais Emeline qui m'a assistée, elle l'a fait, mais elle a vécu. Elle m'a dit, mais j'ai cru que j'allais mourir 1000 fois, quoi. Et c'est vrai que c'est de nuit, donc c'est entre 22h et 3h du matin. C'est 2 heures pour y aller, 2 heures pour revenir sur cette piste 4x4 qui est vraiment infernale. Et après, le premier ravitaillement, par exemple, il faut marcher 1 kilomètre. Le deuxième, après ça s'enchaîne 1 et 2, mais c'est entre chaque il y a minimum 1 heure, 1h15 de route, quoi. Donc c'est ça aussi qui, au fil de la journée, au fil de la nuit, tu ressors, t'es bien fatigué, quoi. Moi qui me plaignais avec les lacets à côté pour aller à Champélac ou aller à la Foulie, là ça va, quoi. À côté, c'est une partie de plaisir en fait. Ouais, l'UTMB en fait c'est assez facile. Après, je dis pas que c'est facile parce que toute assistance est compliquée, mais ouais, côté de l'hard rock, c'est un autre chantier. C'est très coupé du monde, tu vois, parce que là sur l'UTMB que je connais bien pour y être allé 2 fois, bon, mine de rien, tu peux très facilement tu vois, trouver, enfin s'il manque un truc, tu peux vite trouver un magasin, tu redescends dans la vallée, ça va. T'as des points, effectivement, des petits endroits, je pense à Champélac où ouais, effectivement il y avait une petite galère, on avait acheté des trucs et tout, donc tu peux trouver du matos et tout. Là je me rends pas compte à quel point, sur les images on a l'impression qu'il y a vraiment rien autour, quoi. Il n'y a même pas un village. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, il y a un ravitaillement, Uray, où c'est au kilomètre 70, c'est là où tu récupères ton pacer. Où c'est peut-être une ville un petit peu plus grosse, mais c'est pas du tout la taille de Chamonix, par exemple, ni Champais, quoi. Okay. Donc, ouais, on peut trouver des choses, mais c'est pas. Et après, le départ à Silverton, nous, on peut faire des courses à points et tout, mais c'est. Sinon, il faut faire 1 heure de route pour aller dans une ville beaucoup plus grosse et où on trouve tout. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire une course pareille Non, mais c'est vrai, j'en ai parlé un peu avec Ludovic Pomeray, avec Aurélien Dunant-Palace, quand même. À chaque fois, toi aussi sur tes réseaux, tu t'es dit que c'était une des courses les plus dures que tu avais faites. Et pourtant, Dieu sait que tu as fait quand même des courses très, très, très dures. Toi, d'où t'es venue l'envie de faire cette course-là? Ouais, ça faisait 3 ans que je mettais mon ticket. Sur cette course qui est quand même historique en fait quand on prend un peu les ultras. Enfin moi quand j'ai commencé sur la Diagonale des Fous, puis voilà, tu t'intéresses un peu à cet univers-là et puis tu te rends compte qu'il y a 4 grosses courses, on va dire un peu mythiques dans le monde, quoi.
Et cette hard rock, elle me faisait vraiment de l'œil par sa rareté en fait du ticket à avoir, et puis cette ambiance très 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 montagne que j'aime beaucoup. Et puis il y a 2 ans, donc, je suis allée faire la Western States, l'autre course américaine qui est quand même connue en Californie. Plus plate. Et profil complètement opposé, pas du tout au même endroit. Beaucoup de gens confondent en fait les deux courses, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment différentes. Et après cette course-là, j'étais venue justement aider François qui faisait la hard rock. Okay. Donc j'avais passé une semaine à Silverton et j'avais vraiment adoré cet endroit, ce village, cette énergie qu'il y a là-bas dans ces montagnes là, du Colorado en altitude qui sont vraiment vraiment chouettes. Et je me suis dit là je veux revenir quoi. Je veux revenir, donc j'avais déjà mis mon ticket 2 ans, puis je l'ai remis et voilà, et au final j'ai été tirée au sort l'année dernière, donc voilà. Et c'est vrai que c'est une course, le ticket est quand même assez dur à avoir, donc quand tu l'as t'es contente et tu t'en profites à fond quoi, parce que tu sais que ça se représentera peut-être jamais en fait. Excuse-moi pour mon manque de culture, mais c'est un tirage au sort, c'est avec des points ITRA, c'est comment... C'est par rapport à la notoriété aussi, comment ça se passe? C'est un calcul très complexe, mais maintenant c'est dit, et je pense que ça fait plusieurs années que c'est ça. Ils choisissent 3 élites hommes, 3 élites femmes. Ok. Donc là, cette année par exemple chez les femmes ils ont choisi Courtney. Non, Courtney avait son ticket parce qu'elle a dû gagner l'année dernière. En fait si tu gagnes l'année d'avant, tu as le droit de revenir, et c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc chaque année le parcours, c'est le même parcours mais dans un sens ou dans l'autre. Et Katerina qui fait 3e, il me semble que c'était ça qu'ils avaient tiré au sort. Donc c'est un pseudo tirage au sort pour nous les élites, mais sinon pour pour les gens normaux entre guillemets, il y en a plein, ils mettent leur ticket pendant 10 ans. Okay. Mais par contre pour pouvoir mettre son ticket, il faut avoir fini un 100 miles de leur liste. Alors globalement il y a beaucoup de 100 miles quand même l'année d'avant. Donc moi par exemple l'année dernière je suis allée faire de la Diagonale des Fous, mon unique but c'était, je revenais de blessure, donc c'était vraiment de finir pour pouvoir mettre mon ticket. C'était une de mes motivations quoi. Tu fixes des objectifs et lui en faisait partie quoi. Ok. Donc si je le finissais pas, je pouvais pas aller mettre mon ticket, donc je pouvais même pas être tiré au sort en tant qu'élite quoi, si tu n'as pas mis ton ticket. Et est-ce que c'est pas frustrant qu'il y ait que 3 élites du coup pour une coureuse comme toi, tu vois, j'imagine que tu es habitué des podiums, je pense que tu as l'esprit de compète et que tu aimes bien ça. Est-ce que démarrer une course avec 3 élites, donc peut-être que parmi les amateurs il y a des surprises ou des personnes qui surclassent vraiment leur niveau, je ne sais pas si ça s'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire de la course, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu... je sais pas, toi comment tu le perçois en fait, justement, de te dire tiens il n'y a que 3 personnes? Ouais, en fait, cette course-là, pour moi, c'était pas une compétition contre les autres. Et enfin, de toute façon, tous mes ultras, clairement, je les vois pas en compétition contre les autres. Mais encore plus celle-ci, c'est vraiment, tu pars à l'aventure, quoi. Tu pars à l'aventure avec tout le monde. Et c'est sûr que si tu vas chercher de la densité, faut pas aller faire cette course pour chercher une densité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'ailleurs. Hein. C'est pas là où tu vas retrouver... La meilleure densité. J'aime bien ça, mais c'est vrai après, que... parmi les 3 qui sont sélectionnés, il y a quand même du très, très, oui, très haut niveau. Il y a quand même du bon niveau, mais voilà, c'est sûr que... En fait, moi, par exemple, ça m'avait fait... Ouais, je trouve qu'une année, là, comme ça, j'aime bien me mettre en ultra où, voilà, là, il y a moins de densité, tu vas moins aller chercher la compétition, moins t'amuser avec les copines que tu connais, leur chrono, tout ça, comme sur un UTMB ou une Western States, par exemple. J'adore ça, mais c'est vrai que ça fait aussi du bien certaines années de ralentir un peu ce côté-là, entre guillemets, et tu vois, ça m'a pas manqué, quoi, entre guillemets. Je me dis pas... mais j'ai bien envie de retourner aussi sur des courses où là, on s'amuse bien avec tout le monde, puis on est plus nombreuses et ça fait plaisir, quoi. Ok. Mais c'est vrai que quand tu le dis, ça fait totalement sens de... Et je pense que ça doit faire du bien en tant qu'athlète, tu vois, de haut niveau, d'avoir des courses où tu vas pour faire la course plutôt que faire la compétition. C'est-à-dire vraiment aller courir et découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, je trouve que c'est bien de varier en fait. Comme voilà, l'année que j'ai fait l'UTMB en 2021, j'avais vraiment envie après d'aller faire une course aux États-Unis pour avoir ces départs où t'es entre 200 et 300 personnes, il n'y a pas 1000 médias, il n'y a pas 1000 personnes sur le parcours. Je dirais j'avais ce besoin après. Alors j'adore l'UTMB, mais c'est vrai que j'avais envie de quelque chose de plus nature, quelque chose de peut-être plus simple et plus... Donc j'aime bien varier en fait comme ça. En fait, on a quand même la chance dans ce sport d'avoir
d'avoir de tout, quoi, de pouvoir explorer sur tous les parcours, sur tous les dénivelés, pas dénivelés, chaleur, pas chaleur, altitude, pas altitude, du monde, pas du monde. Et du coup, moi, en fait, là, c'est marrant parce que j'ai fait les 4 en 4 ans sur les 4 dernières années. Et ouais, de se rendre compte qu'en fait, les 4 sont hyper différents. Et là, quand on me pose la question, lequel tu referais, lequel t'as préféré, en fait, je peux pas choisir parce que c'est tellement différent que, par contre, tous ont vraiment leur particularité et leur charme, en fait. Ouais, ok. On te verra peut-être sur la Barclay, alors si tu aimes bien la rareté. Trop long, la Barclay, trop long. Trop long, carrément, tu te dis ça, là? Ah ouais, déjà, 100 miles, pour moi, c'est long, alors... Okay. C'est presque trop long, donc... Mais ok. Oui. Non, mais franchement, je comprends, et effectivement, là, sur les courses françaises, ouais, c'est... Il y a une effervescence, c'est une fête, ça ramène le monde entier, quoi. Et je peux comprendre qu'effectivement, avoir le besoin de faire des courses un peu plus confidentielles, c'est important aussi, ouais. Parce qu'il y a plein de trailers qui regrettent un petit peu ce côté, justement, surfait, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu à Chamonix. Mais du coup, toi, tu le compenses en allant peut-être faire d'autres courses qui sont un peu plus reposantes. Ouais, exactement. C'est comme tout dans la vie, il faut trouver un peu un équilibre de plein de choses. Et ouais, moi, plutôt que de me dire je me bats contre cette course qui est l'UTMB, qui nous amène quand même une visibilité de notre sport, qui, je pense, nous aide aussi à pouvoir en vivre, à pouvoir avoir des sponsors, à pouvoir développer ce sport, tout simplement, qui est en pleine... c'est le début de ce sport, donc oui, ça va vite, mais il y a encore tout à construire, quoi. Donc on peut pas cracher dans la soupe pour ça. Et voilà, moi, un de mes moyens, c'est de me dire, bon, bah ok, mais je vais peut-être pas aller à l'UTMB tous les ans, quoi. Ça, c'est sûr que pour moi, ça aurait beaucoup moins de sens, quoi. Après, chacun sa stratégie pour pouvoir compenser. Et puis ceux qui adorent cet événement, ils adorent la foule, ils adorent les médias, je comprends qu'ils y aillent tous les ans et que c'est quand même un beau parcours, là. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée, j'y étais ces 2 derniers jours. Je me dis, ouais, c'est quand même beau. Ça, pour le coup, c'est vrai qu'on peut se blaser, mais quand même, le Mont Blanc, ça reste assez exceptionnel. Ouais, quoi. C'est chouette. Okay. Je reviens un tout petit peu sur la hard rock. Pour moi, qui n'ai jamais vraiment couru longtemps en altitude, tu vois, je regardais un peu tes débriefs de course, et quelque chose qui est revenu souvent, c'était l'adaptation à l'altitude. L'altitude, ça fait souffrir. Et en fait, en te lisant, je me suis dit, ok, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'elle a ressenti dans son corps. Tu vois, je me dis, bon, je suis un sportif, j'ai couru quand même. Les trails les plus longs que j'ai pu faire, c'était 55 bornes, donc je commence à goûter un peu à vraiment à de l'endurance. J'ai fait beaucoup de montagnes aussi, tu vois, même plus rando. Qu'est-ce qui se passe dans le corps au bout de 100 km, 120 km, à plus de 3000 mètres d'altitude? Qu'est-ce que toi, tu as ressenti lors de cette course? Ouais, en fait, ce qui est assez rigolo sur l'altitude, c'est que sur des formats courts, je pense que t'es plus essoufflé, tu le sens, tout ça, mais ça te ponce pas non plus. C'est juste plus dur et un ressenti plus dur. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire la reconnaissance du parcours en 4 jours, à 2 semaines, une bonne 2 semaines avant la course, où tout allait bien. J'arrivais à bien manger, j'arrivais à bien boire. Okay. C'est bon, je suis acclimatée. Ça allait super bien. Alors oui, t'es plus essoufflé quand même. Ça, c'est quand même une... Ah, tu le ressens, ouais. Ouais, tu le ressens énormément. Et puis en fait, on a quand même beaucoup de dénivelé. Donc toutes les côtes, t'es beaucoup plus essoufflé. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Après, t'as des troubles digestifs qui apparaissent assez vite en fait pendant la course, notamment toute la partie de nuit où il fait beaucoup plus froid, où en plus sur ce sens-là on est sur des plateaux à 3005, puis ça débranche pas, quoi, donc t'es à 3005 pendant 7 heures, 8 heures, t'as 100 bornes dans les jambes, il fait nuit, il fait froid, c'est humide, tu traverses des ruisseaux toute la nuit là. Et puis petit à petit, en fait, l'altitude, elle te ponce, quoi. Donc t'arrives de moins en moins à boire, parce que quand t'as les bâtons en montée et que t'es essoufflé, en fait, petit à petit, tu manges et tu bois de moins en moins, parce que c'est un concept quand même, tu vois. Quand t'as les bâtons, que t'es essoufflé comme jamais pour arriver au sommet, c'est sûr que tu le sais, mais tout est compliqué, quoi. Ok. Donc, tu dirais que t'es moins lucide aussi? Ouais.
Ouais, je pense que notamment au sommet, au sommet où je suis arrivée pile poil à la nuit là, à 4002 à Andy's Peak, ce que je disais, j'en parlais à Marianne hier. Je disais, au fait, au sommet, heureusement que je te suivais parce que franchement, sinon, je crois que je ne saurais pas trop où j'allais, quoi. donc, c'est sûr que c'est une adaptation qui est quand même complexe à gérer. Et moi, je pensais pas qu'en fait, sur du si long, ça allait me poncer autant, quoi. Et puis, à tout ça, voilà, tu rajoutes donc que tu n'arrives pas à trop à t'alimenter. Et puis ça te crée un peu des troubles digestifs qui sont, a priori, j'en ai parlé avec plein d'autres athlètes, qui sont un peu normaux, quoi. Voilà, déjà sur un ultra, beaucoup de gens ont des troubles digestifs. Moi, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. En fait, j'ai toujours pu manger tout ce que je voulais. Et là, il n'y avait plus rien qui passait. Je me vidais. C'était un concept de m'alimenter les 50 derniers kilomètres. Donc tout ça a rendu la chose hyper difficile, en fait, parce que tu rajoutes la nuit et tu rajoutes l'altitude et tu rajoutes les troubles digestifs et tout ça. Donc tu es déshydraté, tu n'es plus alimenté correctement, tu n'as plus de glucides. En fait, tu t'éteins un petit feu, quoi. Donc c'est pour ça que moi, les 6-7 dernières heures, là, je me voyais me détruire, m'auto-éteindre, quoi. Donc c'est quelque chose que j'avais un petit peu sous-estimé, en fait. Enfin, je savais que ça allait être dur, tout le monde me l'avait dit, tu verras, en fait, t'as la pâteuse, en fait, tout le temps dans la bouche, là, t'as l'impression que t'es en lendemain de soirée, toute la journée. En plus, il fait super chaud à un endroit, là, à Ouray, à 70 bornes. Donc t'as toujours envie de boire de l'eau, donc pas du tout de boire ta boisson d'effort, t'as pas du tout envie, tout ça est très compliqué, t'es essoufflé tout le temps. Et on me l'avait dit, tu verras, ça va être vraiment compliqué, t'auras vraiment des moments où t'auras pas du tout envie. Ok, j'entends, mais bon, ça va, à la reco, voilà, puis à la reco, ça s'est quand même bien passé, je me suis pas dit que et en fait, tout ce qu'on m'avait dit, ça s'est exactement passé, quoi. Donc après, il faut s'adapter, et puis essayer de rallier l'arrivée avec les conditions du moment, quoi. Ouais. Merci de partager tout ça. C'est hyper précieux, tu vois, et je trouve que c'est aussi un peu décomplexant, tu vois, d'entendre une athlète au top niveau comme toi dire il y a aussi des courses où tu maîtrises pas, t'es encore en découverte. J'ai l'impression que tu es encore en découverte de ton corps presque sur une course comme ça. Chaque ultra pour moi c'est la découverte. Ah ouais. Vraiment, ouais. Chaque 160 km, bon, j'en ai pas fait 15 non plus, mais j'en ai fait 4-5 là maintenant. À chaque fois c'est découverte de soi-même. Ouais, je suis d'accord, tu vois, moi j'arrive, ça va être mon 7e marathon demain. Bon ça va être le premier, je crois, où j'ai aussi peu dormi, et tu vois, bon j'estime que j'apprends toujours un truc, quoi. Trop bien, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Ça t'a donné envie, toi, de justement d'aller plus chercher de l'altitude, ou au contraire ça t'a un peu calmé de dire ok, là c'était dur. Juste avant qu'on allume les caméras, tu m'as dit j'ai autant physiquement, voilà, c'est une course qui est éreintante comme tu l'as dit, mais tu m'as dit j'avais sous-estimé la partie mentale. Là, vu qu'il y a plusieurs semaines qui sont passées, comment est-ce que tu vois un peu comment est-ce que quel est ton rapport à cette course maintenant que tu l'as terminée et que t'es un peu plus lucide sur ton état de forme? Ouais, honnêtement, je me dis pas que je vais aller chercher toujours plus. Je me dis là, c'était limite déjà trop, quoi, vraiment. J'ai un peu digéré un peu cette course, mais tu m'aurais interviewé le lendemain. C'était très intéressant. Très intéressant. Rendez-vous, je vais poster tes prochaines courses, je vais essayer d'avoir le lendemain. Je vais essayer d'avoir François après le Tour des Géants, donc je négocie en ce moment. Moi j'ai trouvé cette course très très difficile. Je suis allée chercher très très loin, de par tout ce qu'on a parlé d'avant, puis j'étais un peu malade avant la course, donc je pense que ça n'a pas aidé. Voilà, et en fait, j'ai puisé tellement loin que j'en suis... Et puis en plus, j'étais clairement déçue de ma course, quoi. Je pensais mettre clairement moins longtemps. Puis je me suis focusée un peu là-dessus en me disant, voilà, t'avances plus, t'es nul. Donc j'étais à la fois déçue, épuisée. Et puis le 100 miles, pour moi, c'est encore une distance que j'ai vraiment du mal à boucler. Je souffre trop, là, ces 50 derniers kilomètres. Et donc j'ai vraiment du mal à accepter ces états de souffrance. En fait, je viens pas chercher ça, je viens pas faire ça. Donc j'étais vraiment dans une... j'ai eu quelques débriefs avec des gens que je connais bien qui m'ont dit c'est normal. Et j'en viens même à me poser la question, est-ce que le 100 miles c'est quelque chose que
j'ai envie de continuer, quoi. Clairement, j'en suis à cette réflexion-là, donc je vais voir, parce que je dis pas que j'en referai jamais, mais peut-être faire une petite pause d'une saison là-dessus. Donc non, pour moi, le 160, c'est déjà une distance qui est longue. Avec toutes ces conditions-là, c'est vraiment dur. Et non, pour l'instant, j'irai pas chercher plus loin, quoi. Mais justement, tu vois, moi, en tout cas à travers les réseaux, je trouve très bien entouré. Je me dis, en préparant l'interview, je me suis dit, tiens, quand même, Camille, elle a un talent pour s'entourer, pour nouer des très bonnes relations. On te voit souvent avec François. Puis c'est marrant parce qu'au détour d'une photo, tu vois si les gens sont un peu complices ou s'ils s'entendent et tout. J'ai vu que tu avais fait peut-être un peu d'adaptation avec Ludovic aussi, Ludovic Pomeray, qui était côté homme, qui a fait la hard rock. Eux on peut le dire, un peu plus de bouteilles, tu vois. C'est quoi les conseils qui reviennent un peu souvent justement quand tu leur parles de ces réflexions sur ces difficultés sur des 100 miles et sur de la longue distance? Eux qui ont goûté à tout, ils ne se sont pas privés, ça serait quoi leur retour ou les conseils qu'ils peuvent donner? En fait, c'est pas tant des conseils que ça. Avec Ludo, c'est vrai qu'on a fait toute la reconnaissance ensemble, donc on était plus sur le débrief de comment tu gères un ultra, comment tu gères ta prépa, comment tu vas gérer la course, partage de course, et puis beaucoup de fun en fait. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'instant présent, donc je profite. Mais après, en avisé, François, ça va être vraiment, je vais essayer de préparer ma saison. Je vais vraiment prendre son avis sur je veux pas trop en faire, mais cette course elle me fait vraiment envie, cette course là en fait j'irais bien mais peut-être pas cette année, ou voilà, on va essayer je vais prendre son avis en tout cas, et je sais qu'il l'adapte à moi. Et en fait ce qui est marrant, c'est que oui, sur le 100 miles on n'est pas pareil. Lui par exemple il aime cette distance là, ces fins de course où c'est là où il va commencer à être meilleur que les autres, clairement. Et moi j'ai pas encore eu cette j'ai pas encore ce truc là, quoi. Donc et puis comme il me dit, ça se trouve ça viendra jamais, ou ça se trouve ça sera moi je m'attendais vraiment à ce que plus j'allais en faire et plus ça allait m'apporter en fait des réponses sur ce genre de distance là. Et en fait je me dis en fait, est-ce que je vais avoir la réponse un jour, et est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît, ou est-ce que en fait faut pas que je m'en dégoûte non plus et que j'aille trop loin et que j'ai plus du tout envie de courir. En fait c'est ça, où j'ai pas envie de faire les courses de trop pour en être dégoûté. Donc quand tu commences à te poser ce genre de questions, faut pas trop traîner pour avoir les réponses, parce que plus tu vas te fatiguer là-dedans, plus tu vas faire ça, et le risque c'est d'arrêter complètement. Donc voilà. Et je sais pas pour toi, mais tu vois justement alors c'est à moindre mesure. Bien sûr, on ne peut pas comparer un ultra, mais les périodes d'entraînement un peu difficiles que moi j'ai pu vivre, peut-être sur de la route, ou j'ai beaucoup fait d'Aerox, je ne sais pas si tu vois qui c'est, parce que c'est un mélange de crossfit et de course à pied. Et les entraînements très durs, en fait, j'ai trouvé que ça laissait beaucoup de traces mentalement les jours d'après, tu vois, retrouver l'envie d'y aller. Ok, sur le moment, tu te dépasses, tu as fait ton exploit, c'est bien, tout le monde te félicite et tout, et c'est cool, tu es un peu satisfait de toi, tu arrives à te nourrir de ça. Mais c'est les jours d'après, tu vois, où s'y remettre, en fait, à piocher tellement loin, je trouve, dans la douleur et tout, que tu arrives presque à l'entraînement en te disant « Ah, je vais revivre ça ». T'as plus envie, et t'as même presque peur, en fait, tu vois. J'en parlais avec aussi Julia Simon en biathlon. Elle disait il y a des moments où tu peux retourner à l'entraînement et t'as le ventre qui gargouille et tout, parce que ça devient trop fort. C'est un peu cette crainte-là dont tu parles, tu vois, presque d'avoir peur d'y retourner parce que ça devient trop douloureux, ou qu'il n'y a plus l'envie, plus de plaisir. La peur de plus prendre de plaisir, presque. Ouais, je pense que moi c'est ça, parce que je fais vraiment ce sport-là pour me faire plaisir, pour m'amuser, pour le fun, pour découvrir de nouveaux endroits, pour plein d'objectifs différents. Et quand je suis trop dans la douleur, je me fais plus du tout plaisir. Mais bon, certains vont trouver du plaisir dans la douleur, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, d'en discuter en fait avec tout le monde. Après, moi ça marchera pas sur l'entraînement, parce que c'est vrai que j'essaie toujours de faire en sorte que l'entraînement, si je sais qu'il va être dur, je vais essayer soit de trouver du monde, soit de découvrir un nouvel endroit, soit de l'adapter pour que... Oui, ça va être difficile, mais c'est vrai que tu sais pourquoi tu le fais. Mais bon, on est dans un sport d'endurance, donc c'est complètement différent. Par exemple, du biathlon avec Julia Simon, où je vois très bien ce qu'elle peut dire, parce qu'en plus, t'as cette peur de
d'aller dans le dur. Mais nous, quand même, nos entraînements, globalement, ils sont pas aussi intenses, en fait. Donc, mais par contre, oui, moi, si on me demandait là, par exemple, de réenchaîner sur un 100 miles, ce qui pourrait être possible parce que, par exemple, celle qui fait 3e à la Hard Rock, elle va faire l'UTMB. Ouais. Ça, par exemple, tu vois, là, ça me paraît inconcevable dans ma tête. Et puis, je me dis, mais attends, tu vas ressouffrir là et tu vas aller chercher cette douleur-là. Et effectivement, je pense que si j'enchaînais ce genre de choses, ouais, je pense que je pourrais en avoir peur. Et okay. Donc, oui, quelque part, ça se rejoint un peu, ouais. Tu fais plus du tout de piste aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, je fais plus du tout de piste. Ça te manque pas ? Non, pas du tout. Ok. Et tu suis encore un peu les données VMA et tout. Je crois que tu essayes pas mal de t'en détacher. Mais bon, ça reste un sport quand même où les données physiologiques, tu vois, et on est assez... dans le trail, la notion de données est quand même importante, tu vois. On peut pas trop s'en passer sur le volume kilométrique, sur plein de choses. Toi, qu'est-ce que tu surveilles et qu'est-ce que tu ne veux pas surveiller, justement ? Honnêtement, je surveille pas grand-chose. Ouais, okay. Je suis vraiment... en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait longtemps de la piste, mais j'en ai fait un petit peu. Et j'aimais bien, mais en fait, pour les interclubs, donc les courses avec les copains et pour les entraînements avec les copines sur la piste, ça, c'était cool. Mais alors, savoir combien de temps je mettais sur mes séries de 400, là, je n'avais aucune idée, quoi. Et ouais, j'ai toujours été très détachée de ça. Après, je dis pas que je regarde rien, hein. Je donne quand même un rendu des kilomètres, du dénivelé que j'ai fait, des choses comme ça, mais moi, je pense déjà, ça m'intéresse pas trop. J'ai un entraîneur qui va, je sais, gérer ça. Et non, fréquence cardiaque, tout ça, je regarde pas grand chose. Donc voilà, après, je fais beaucoup. Tu connais ta VMA quand même. Bah, figure-toi que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. J'ai pas fait un test VMA. Okay. Donc, à mon avis, elle a dû bien baisser. Parce que la dernière, c'était quand je faisais de la piste quasiment. Donc, non, ça fait un moment. Et ouais, en fait, en ultra, encore pire, c'est que ouais, il faut vraiment s'adapter à toutes les conditions. Et oui, le moteur, il est utile pour être bon, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas parce que tu as un moteur qui est nul que tu vas pas performer en ultra. Et ça, des exemples, il y en a plein. Et t'en as qui ont les deux, hein, c'est clair. T'en as qui ont tout l'aspect mental, le moteur, qui ont tout. Et bah, du coup, ils sont au top niveau. Hein, mais t'en as aussi qui arrivent à faire des grosses performances et qui n'ont pas forcément le meilleur moteur. Donc oui, ces données, je pense que ça peut être intéressant. Puis ça peut aider certains athlètes. Certains athlètes en ont besoin en fait pour nourrir leur entraînement. Moi, je pense que c'est des très bonnes datas pour certains qui en ont besoin aussi pour se challenger au quotidien, tout ça. Moi, je trouve pas du tout ma motivation là-dedans. Et en plus de ça, voilà, comme disent les copains, c'est Cam, t'as ta montre, tu l'as enclenchée. Enfin, tu vois, on en est là, quoi. Je peux partir sans ma montre et oublier de mettre start si je l'ai, tu vois. Donc, ou alors, elle a pas de batterie. Enfin, voilà, pour te faire un peu un cliché. Et c'est même pas tant cliché, quoi. C'est un peu la réalité. Ok. Mais je le comprends tout à fait. Tu vois, là, ce matin, j'ai écrivé un post sur Émile Race, je sais pas si tu sais, c'est l'anglais, je crois qu'il est numéro 2 sur marathon. Il fait le marathon des JO là. Et lui, il court avec une Casio, tu vois. Il court avec une Casio, il suit pas sa fréquence cardiaque et il fait tout à la sensation. Et je crois qu'il fait 3e au marathon de Londres. Enfin, il fait des performances exceptionnelles. Et donc, tu vois, ça montre très bien aussi que même au très 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 haut niveau... Ouais, je pense que c'est comme tout, il faut l'adapter à soi et adapter son entraînement, et pas faire pour faire parce qu'on a dit attends, t'as pas fait ton test VMA cette année. Voilà. Alors si quelqu'un est hyper... Enfin ouais, moi ça se trouve l'année prochaine je vais me dire bah tiens je me referai bien un petit test VMA, ça pourrait m'arriver. Mais voilà, je pense qu'il faut en avoir envie, il faut l'adapter à soi en fait, l'entraînement. Et ça je pense que c'est quand même important. Ouais. Ok. T'as parlé un peu de mental tout à l'heure. C'est une partie sur laquelle tu essaies de progresser, tu t'informes, tu te fais accompagner. Comment est-ce que tu gères un peu c'est quoi ton rapport avec ton mental, tout simplement? Mon rapport avec ma tête, c'est un concept. Non, en fait, je trouve que en ultra, tu le découvres en fait déjà un peu toi-même. Tu te le forges ou pas. Moi, c'est quelque chose qu'en fait, clairement, j'avais pas du tout... Je découvrais par moi-même qu'est-ce qui se passait, comment adapter, comment pas adapter. Je prenais, voilà, sans vraiment me pencher sur de la préparation mentale pure.
Et après, là, récemment, l'année dernière, en fait, c'est plutôt en termes d'une blessure ou d'une pathologie artérielle que j'ai eue. Où là, je me suis dit, ok, bah, en fait, il faut que je me fasse opérer, une grosse chirurgie. Et là, j'étais plus du tout ok avec ce qui allait se passer, si je reprenais après le sport, le haut niveau. Enfin, si je me faisais opérer, il fallait que je continue quand même à courir, entre guillemets. Enfin, c'était pour continuer à courir. Donc, il fallait vraiment que je sois ok avec cette chirurgie. Et là, j'ai commencé à voir un peu les limites d'où pouvait aller ma tête, parce que j'étais plus capable de prendre une décision. Donc là, ouais, j'ai fait appel à Marie-Laure Brunet, qui suit pas mal d'athlètes en préparation mentale et que je connaissais de nom, qui m'a beaucoup aidé vraiment sur ce côté-là, en fait, ouais, hors sportif, mais qui en fait, je pense, fait partie de la performance, qui m'a vraiment aidé à accepter mes choix, accepter, voilà, dans le cadre d'une chirurgie, mais je pense que ça peut être le cas pour plein d'autres choses, quoi. Comment t'apprends que tu dois te faire opérer ? Alors, en fait, je m'auto-diagnostique d'une pathologie qui s'appelle l'endofibrose de l'artère iliaque externe. Je l'avais noté, merci beaucoup de l'avoir dit à ma place. C'est une pathologie... Je me suis entraîné ce matin à le dire dans la glace. Endofibrose. C'est une pathologie très rare, qui touche quand même beaucoup de cyclistes pro, donc 20% des cyclistes pro quand même. Et dans le trail, ultra trail, on a été 2 à ma connaissance à être opérés. Il y avait Blandine Lirondelle qui s'est fait opérer du coup il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et moi l'année dernière, et c'est vrai que en fait les symptômes, c'est crampes, grosses douleurs dans une jambe quand tu es en côte, parce que tu es en flexion de hanche. En fait, l'artère se plie et le sang ne passe plus. Donc ça te fait un peu comme si tu n'as plus de sang du tout dans la jambe, et c'est en côte. Et alors, plus tu augmentes en intensité, plus tu demandes du sang à tes muscles, pire c'est en fait la douleur, parce que tu n'as vraiment plus de sang qui arrive. Quoi. Donc en fait, j'ai fait des séances de côte comme ça, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, en fait là j'ai de plus en plus mal, je pouvais même plus terminer mes séances, je crampais, je pouvais même plus avancer ma jambe en fait à un moment donné, parce que tu as tout un contrôle neuromoteur qui n'accède plus si tu n'as plus de sang. Donc voilà, et puis bon, c'est tellement rare en course à pied qu'au début, les médecins ils m'ont regardé comme ça, mais elle est folle. Et je connaissais cette pathologie parce que mon copain travaille dans le cyclisme. Et moi, j'étais persuadée que j'avais ça, quoi. Donc j'ai poussé un peu pour faire les examens, et au final, c'était avéré que c'était ça. Et après, la chirurgie n'est pas urgente en fait. Enfin, c'est pas une chirurgie d'urgence, tu peux vivre avec ça, clairement. Mais ça va de toute façon s'empirer, c'est sûr et certain. En fait, c'est un dépôt qui se met dans l'artère, ça réduit le calibre de l'artère. Et à haute intensité, le sang n'amène pas ce qu'il faut, quoi. Donc en fait, ils t'enlèvent... Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à faire ça de manière non invasive, on va dire. Moi, au début, je me suis dit, parfait, ils vont mettre une petite caméra, puis ils vont tout m'enlever, quoi. Tu vas gratter, puis voilà. Ils vont gratter et ce sera parfait. En fait, non, ça abîmerait trop l'artère. Du coup, il faut ouvrir l'artère. Donc, il faut ouvrir le ventre, il faut ouvrir l'artère. Donc, c'est une grosse chirurgie vasculaire quand même. Il faut le savoir. Qu'il y a des risques. Toutes chirurgies ont des risques, mais celle-ci, quand même un peu. Et voilà. Et puis après, c'est l'acceptation de 6 semaines de repos complet. Parce que faut pas que l'artère...